C'est la première chose que j'ai faite en rentrant de vacances. Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique. Et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De Dunkerque. Nouveau film de Christopher Nolan. Et que dire sur ce film? Pas grand chose, c'était pas terrible. Non, je déconne. On retrouve totalement la patte de Nolan, que ce soit dans la construction, dans les thématiques, dans ce qui est suggéré, ou encore dans son envie de nous impressionner, de nous envahir par des sensations fortes. D'ailleurs, petit détail, je préférais quand le titre de son film apparaissait à la fin. Il y avait une sorte d'impact, en mode « voilà ce que vous venez de voir », plutôt que de nous présenter ce qu'on va voir. Son cinéma a cette envie d'être spectaculaire et de projeter le spectateur dans son univers. Que l'on aime ou non, chacun de ses films laisse une empreinte. Ces films captent autant dans le temps que sur l'instant. Quand on regarde en IMAX, vous savez, il y a la séquence d'intro de l'IMAX qui fait un décompte et qui dit « ce n'est pas regarder un film, mais en faire partie ». Et c'est ce que le film nous balance, par son esthétique, ses musiques, ses sensations et vibrations que l'on sent sur son siège. On est en immersion totale. Le film commence fort, par un groupe de soldats qui courent dans la rue en se faisant tirer dessus, avec cette notion de toujours avancer. Il n'y a pas de retour possible. Tout comme quand on arrive sur la plage et que les bombes sont lâchées, on reste focus sur le visage du personnage et on voit que tout saute autour de soldats. C'est presque la chance qui leur permet de survivre. Ils subissent l'attaque au sol sans bouger, sans crier ou paniquer, puis se relèvent comme si de rien. Il y a une forme de calme, d'acceptation qui instaure une atmosphère de réalisme assez fou. D'ailleurs, le tournage a été fait dans des conditions réelles, et toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, les intempéries, la marée, leur ont permis de se rendre un peu compte de ce que les soldats avaient pu éprouver sur cette plage. En soi, un tournage est comme une opération militaire. Ça doit quand même être impressionnant de se retrouver sur cette plage, en se disant que ça s'est passé il y a 77 années. La plage est toujours là, sans avoir changé. Et des actions de l'homme, on lui a donné une histoire, une âme. Ça place déjà la notion de la temporalité et de la perception. Comme si on prenait le point de vue d'une fleur ou d'un rocher, et qu'on voyait le temps et les époques défiler. Alors pour une fois, il n'y a pas d'Américains dans le film, ce qui doit vraiment faire plaisir aux Anglais. Pas de sauveurs venus de l'Ouest, mais une victoire du peuple. C'est un peu le thème et la phrase fétiche, chacun a son rôle à jouer. Their part to do. Ce qui n'est pas sans rappeler le personnage de Gandalf envers les hobbits. Le petit peuple que l'on pense insignifiant et qui pourtant a aussi son rôle à jouer. Malgré les grandes puissances, ce sont les gens simples qui, avec courage, ont traversé la mer pour rejoindre le front, permettant de passer d'un drame à un sauvetage hors norme. C'est assez incroyable. Imaginez de nos jours des civils qui iraient d'eux-mêmes sur le champ de bataille pour aller sauver des soldats. Et c'est ce lien entre peuple et patrie qui signifie autant pour les Anglais. Dans l'ensemble, ils n'ont évacué qu'une minorité par rapport à la Royal Navy. Mais c'est justement ce petit événement emboîté dans le grand événement Dunkerque qui est devenu mythique. Les Anglais ont d'ailleurs conservé le terme, le Dunkirk Spirit, incarnant une forme d'espoir et de persévérance, de détermination face à un ennemi supérieur. On peut reprocher que les Français ne sont pas mis en valeur, mais cet événement n'a pas la même ampleur ou la même symbolique chez nous. On a nos propres événements qui nous mettent en valeur au détriment d'autres. Il y avait aussi des Belges et des Néerlandais. Ça intéresse qui de savoir si eux ont été bien représentés? Comme pour la notion de la lâcheté, à la fois les Anglais de quitter le pays et à la fois les Français qui le désertent. Mais celui qu'on suit dans le groupe et l'attroupement des soldats au début du film, qui sont sur lâcheté, ne sont pas considérés du tout de la même manière. Et le discours change de nouveau si l'on ajoute le facteur des grands méchants Allemands. En Asie, les Japonais ont été horribles avec leurs pays voisins, notamment la Chine. Mais quand on descend vers le Laos ou le Vietnam, l'horreur est orientée sur les Chinois. On est tous à la fois bourreaux et victimes, et chacun cherche constamment à se valoriser ou paraître d'une certaine façon, en justifiant constamment leurs actes. Chaque pays a un vécu et un point de vue. C'est ce que Clint Eastwood a fait avec Mémoire de nos pères et Iwo Jima, en montrant deux points de vue opposés où chacun a raison et tort en même temps, dans sa perception des choses. Comme Napoléon qui est un tyran du point de vue des Anglais, et pour la France, c'est une autre histoire. Les deux points de vue sont toujours valables, puisqu'ils ont été vécus en même temps, mais avec deux visions paradoxales qui coexistent sur un même événement. C'est bien l'enjeu des films de Nolan, de montrer comment on fabrique la réalité par rapport à notre perception. Alors à cette époque, les Alliés n'avaient pas vraiment pris au sérieux leur nouvelle puissance militaire, et n'étaient donc pas préparés à cette guerre. De plus, les années 30 étaient plutôt propices, et on ne l'envisageait pas. Ils n'avaient pas l'élan pour se battre. Alors imaginez que l'on raconte une histoire où l'on montre comment héroïquement les Allemands se sont emparés des pays voisins en se frayant un chemin là où on ne les attendait pas. Ça ne plairait certainement pas, malgré les faits. Par contre, la perception serait altérée si l'on faisait une fiction épique qui raconte l'histoire d'un homme qui se hisse au niveau le plus haut et qui permettrait à sa famille, à son pays ou son royaume, selon le genre, de devenir une puissance mondiale alors qu'il était à genoux. C'est ainsi que bien des fictions mettent en scène un sous-texte réel, mais altéré en mode ni vu ni connu, créant des illusions. Chaque pays possède aussi ses propres productions cinématographiques, dont ils se servent pour se mettre en avant. Il y a là-dedans une sorte de logique apparente.
Dunkerque peut faire penser à ces anciens films où l'on ne voyait qu'un point de vue, genre cow-boy et indien. C'est la nature humaine qui se camoufle derrière ces notions de patriotisme, de race, etc. pour ne justement pas voir l'évidence propre à soi-même, et ce, quelle que soit l'époque ou les règles établies. Ce n'est pas Wonder Woman qui dirait l'inverse. Dans la séquence avec les Écossais, il y a ce groupe qui élimine ce qui lui est extérieur, mais une fois que le bateau flotte, tout le monde s'allie de nouveau, car comme on le dit couramment, on est tous dans le même bateau. Ce sauvetage a aussi pu avoir lieu grâce à des concours de circonstances indépendantes, puisque les Allemands, contre toute attente, ont stoppé leur progression. D'ailleurs, ils considèrent cette évacuation comme une erreur commise sur le front. Il y a aussi la majorité de l'armement qui était resté en France, et c'est également là que le rôle américain a été efficace, car ils avaient une puissance de production des armes assez balèze. C'était les Chinois modernes, quoi. L'opération Dynamo a quand même permis de rapatrier plus de 300 000 soldats dans des conditions de dingue. Et si tous ces hommes avaient été capturés ou tués, le monde n'aurait pas été le même. Alors les Français auraient sans doute adoré que Nolan fasse un point de vue sur eux résistant devant les plages, contribuant quand même à la réussite du miracle. Les Français ont aussi été évacués, mais beaucoup moins que les Britanniques, bien que Churchill avait demandé à ce qu'ils partent ensemble main dans la main. Mais on sait bien que les discours et les actes sont souvent différents. Comme pour le Titanic, les femmes et les enfants d'abord. Mais faut pas oublier le triage par classe qui se fait au préalable, et ceux qui feront tout pour survivre. Le fait qu'il y ait un plan d'évacuation permet de garder tout le monde dans le rang. C'est ce que dit le Joker dans Batman. Même si le plan est horrible, on évite la panique. Du coup, est-ce que l'on connaît les gens pour ce qu'ils disent être ou la manière dont ils agissent ? Nolan n'a pas choisi des acteurs trop connus pour favoriser notre expérience. C'est ce qu'ils expriment qui compte, car quand on les connaît, on est altéré par des éléments externes au film. Alors c'est aussi parce que les soldats étaient inexpérimentés. Les fils sont envoyés dans une guerre et qui a été initiée par les pères. Dans Inception et Interstellar, on a l'histoire d'un père qui voyage pour sauver et retrouver ses enfants, tout comme le retour à la maison, le homecoming. D'ailleurs, dans le dernier Spider-Man, l'intrigue tourne autour de la jeune génération qui affronte les séquelles laissées par la bataille de ses pères, les Avengers. Il y a une thématique générationnelle. Il n'y a pas forcément besoin de connaître les gens, mais de regarder ce qu'ils font. Comme le personnage du commandant joué par Kenneth Branagh, qui devait avoir une pression de dingue. En plus de voir toutes ces pertes devant ses yeux, il devait gérer à la fois les soldats sur la plage et les embarcations sur les bateaux. Lui et son coéquipier joué par James D'Arcy étaient les seuls qui savaient vraiment ce qu'il se passait, mais ils ont su garder leur sang-froid et gérer la situation. Ça c'est balèze aussi. On n'est pas loin d'Interstellar où malgré les distances, l'être humain se sauve de lui-même et par lui-même, sans puissance supérieure ou extraterrestre. C'est sa capacité à s'organiser, se mettre en mouvement, qui lui permet de survivre. Le film ne parle pas d'un individu parce que l'événement est justement centré sur l'entraide et la solidarité. Il y a cette force qui tend à réunir plutôt que de diviser. Tout le monde était uni et discipliné, et peu importe qui ils étaient ou d'où ils venaient. Il n'y a ainsi pas de héros, mais un ensemble. Dans une majeure partie des films de Nolan, on suit un personnage qui est troublé par un souvenir ou un drame passé, mais qui continue d'avancer malgré qu'il soit dans un monde où plus rien n'est sûr, plus rien n'est stable. Si on ne voit pas le passé des personnages dans Dunkerque, c'est aussi parce qu'ils sont justement en train de vivre ce qui constituera leur passé. Le film lui-même relate un passé et les personnages nous montrent leur backstory, comme le personnage de Cillian Murphy, désarçonné menant aux troubles post-traumatiques. Quand on parle à des gens qui ont vécu cette période, on voit l'impact que ça a eu sur l'ensemble de leur existence. Et Nolan nous y plonge par le visuel et le son, intense et brutal, telle une machine de guerre. Il faut savoir que le bruit assourdissant des Stuka gênait tout autant les pilotes allemands, ce qui les rendait en fait moins efficaces. Et le Spitfire a vraiment une connotation de légende pour les Anglais de l'époque. Ils ont dû se régaler. La piste sonore est construite comme une vague montante de crainte et de tension constante, qui une fois te pénètre de l'intérieur, ne te lâche plus jusqu'à la fin du métrage. Un peu comme ce que je disais sur It Come at Night. Pas de pause, pas de répit, on est retenu captif par ces assauts, tout comme les soldats. Et c'est par ce rythme soutenu que nos émotions finissent par se relâcher, au moment où on te le permet, comme lorsque les bateaux arrivent tous vers la fin. L'émotion chez Nolan est souvent suggérée par le contexte, et les signifiances qui s'y rattachent. On est vraiment retenu en haleine, également grâce à la temporalité, pas forcément claire, mais qui accentue l'expérience du fait qu'on ne sache jamais où, quand et comment ça va se passer. On joue avec l'attente et on a vraiment l'impression que ça finira jamais. Il y a un sacré travail de la photographie et du montage, avec quelques plans aériens absolument magnifiques, mais qui ne durent que quelques secondes, avant l'attaque sur l'acheté au début, ou quand Tom Hardy arrive sur la plage vers la fin. La manière dont on jongle entre les différents lieux et points de vue est plutôt bien fait aussi. Dans les airs, on voit à quel point il est compliqué d'atteindre sa cible. On sent aussi très bien les mouvements et les sensations du pilote, tout comme le jeu de visibilité, totalement différent d'un lieu à un autre. Que l'on plane ou que l'on tangue, la caméra tente d'épouser ses perspectives. La scène où le navire se renverse, la caméra reste sur l'axe principal, qui fait que les soldats paraissent droits, alors qu'ils sont en train de tomber, tout comme l'eau qui semble se soulever par le haut. On joue sur le sens et le positionnement pour désorienter notre perception d'une situation pourtant réelle, un peu comme la scène de l'hôtel dans Inception.
Nolan nous montre que nos expériences psychiques et physiques contiennent tout le jeu de perception-interprétation qu'il développe dans ses fictions. Comme le fait que l'on ait plusieurs points de vue qui se déroulent en même temps, tout en ayant une temporalité différente. On peut l'expérimenter quand on voyage, où le décalage horaire change la perception du temps. D'ailleurs, on vit tous en même temps sur la planète, mais on n'a pas la même timeline, selon le lieu où l'on se trouve. J'ai trouvé ça amusant qu'il précise et souligne ces éléments, comme pour conjurer les critiques qui lui reprochent ses films puzzle. Ici, on prévient le spectateur dès le départ. Ces films sont considérés comme embrouillés, mais ça c'est quand on se focalise sur l'aspect et la forme de ces films, qui jouent justement sur la perception pour complexifier ce qui à la base est aussi simple qu'Hakuna Matata. Nolan a la capacité de faire des films où il fait participer le spectateur, lui donnant l'impression d'être intelligent, puisque lui-même doit faire preuve de réflexion pour cerner et remonter le fil conducteur de ses histoires. Il nous guide constamment et d'une certaine manière nous montre que ce qu'il veut qu'on voit, en nous occultant volontairement des éléments pour nous placer dans un espèce de huis clos où tout est prévu et anticipé pour nous leurrer. Certains le ressentent comme s'il rendait confus son récit pour se croire supérieur aux autres, ce qui peut laisser cet arrière-goût amer. Il s'intéresse beaucoup à l'enfermement psychique dans ses autres films, jouant sur la perception. Ici, on s'intéresse beaucoup plus au physique et aux sensations. Et qu'est-ce qu'il y a de plus immersif que notre propre vie? On vit des émotions et des sensations chaque jour, mais elles sont souvent ignorées au profit de l'intellect. Comme ceux qui envahissent les salles de cinéma avec la tête blindée de connaissances qui s'incrustent dans l'expérience du film. Alors que le cinéma consisterait plutôt à dire « fermez-la et appréciez ce que vous vivez, arrêtez de réfléchir, de tout caser dans des boîtes et ressentez l'instant présent ». Quand les gens parlent des films où l'on éteint son cerveau, ça semble faire mention de divertissement ou film pour la masse, comme s'il y avait une élite qui savait quoi regarder, ou comment le regarder. Mais l'intelligence ne passe pas que par le cérébral, ou ce qui paraît compliqué, torturé ou profond. On peut le percevoir d'une toute autre manière. Éteindre son cerveau, au contraire, permet de lâcher prise, d'être plus ouvert à soi, aux autres, et d'être beaucoup plus axé sur les sens et l'émotion. C'est pourtant bien là l'un des principes du cinéma. Les gens disent que c'est compliqué parce qu'ils entrent dans les films de Nolan, ou même d'autres, avec leur cerveau et non leurs émotions. En plus, le sujet ou le genre d'un film n'est bien souvent qu'un support sur lequel on raconte une histoire avant tout humaine. Et comme on le sait, ce qui compte n'est pas l'histoire, mais comment on la raconte. C'est autant valable pour un film qu'en vrai. Et Churchill, par son discours, à la fin procède comme un tour de magie, où l'on montre comment on transforme un vécu par des mots qui altèrent la perception de la réalité. Ces soldats ont échoué à la bataille et ont pourtant été accueillis en héros. On inverse une vérité pour en faire une autre. Dans Insomnia, on retrouve la notion qu'à partir d'un événement, l'histoire que l'on raconte est différente. Tout comme l'image que l'on a d'une personne. Dans Memento, on a un personnage qui est perdu dans son interprétation du monde extérieur. Au quotidien, on a tous une perception différente des choses. Et de cette perception, on se raconte des histoires qui influent sur nos actions, qui deviennent des faits. Comme dirait Lambert Wilson, les causes et conséquences. Mais la réalité est ici une affaire de perception, de la présentation des choses. On sait qu'il y a beaucoup de données de la guerre, des dossiers, qui ne sont pas cachés mais volontairement placés sous scellés pendant une certaine période, afin de ne pas dévoiler des éléments considérés comme sensibles. On dit souvent que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et il y a ce qui arrange et ce qui dérange. En occultant des informations, on altère la vision de la réalité. Et une fois révélée, ça pourrait bien changer justement la perception que l'on a de certains événements. Dans le Prestige, c'est la réalité que l'on occulte qui crée une illusion. Mais l'illusion est en fait la réalité, comme pour le Frère ou la technologie Tesla. La magie est fabriquée par les gens en se créant sa propre illusion. C'est un peu la citation qui dit « L'art est la magie délivrée du mensonge d'être vrai ». D'une défaite, on en fait une victoire. De la même manière que George, qui finit avec sa photo dans le journal. De sa mort, on en a fait un héros. Ça paraît tout simple exposé ainsi, parce que notre point de focalisation sur le film est le contexte historique, là où d'habitude Nolan traite de fiction. Mais justement, il montre que c'est à partir des choses palpables, simples, que naissent des façons de penser, des perceptions et des fictions. Ce que Peter dit à Cillian Murphy par rapport à George justement, lui offre une réalité qui est opposée aux faits. Dans le film Les 300, on a un peu cette idée-là. Ils ont perdu, mais ce qu'ils ont fait de ces faits a engendré une nouvelle façon de voir la réalité. D'une réalité de défaite, on en fait une fiction de victoire. Mais les deux racontent la même histoire. Comme dans l'Odyssée de Pi, où l'histoire du film en raconte deux en même temps. L'une avec des humains, dramatiques, et l'autre avec des animaux, poétiques. Les deux racontent la même histoire, mais l'une est considérée comme réelle et l'autre fictionnelle. Mais ce n'est pas une fiction dans le sens qu'elle détruit la réalité, au contraire, elle lui rend hommage, en lui apportant une autre dimension tout en conservant la possibilité d'y voir la réalité d'origine. Les réalisateurs sont un peu des magiciens. Ils créent des fictions, mais elles s'inscrivent bien dans le réel, autant dans la carrière du réalisateur, donc ce qu'il fait de sa vie, que dans la culture populaire, devenant des références, des façons de penser, ou même de l'humour que l'on inclut dans notre langage. Nolan joue justement sur ces nuances, variations, pour interroger sur ce qu'est la réalité.
Il joue d'ailleurs bien souvent sur le thème de son film pour que le spectateur soit lui-même la victime de ce qu'il regarde, comme la toupie qui continue de tourner, comme l'esprit du spectateur qui ne peut plus décrocher de cette simple idée, cherchant encore une explication. Et comme Deadpool, l'Inception brise le 4e mur, en fonctionnant autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du film. Dans le dernier Spider-Man, il y a la scène de la voiture et de la fête qui joue justement avec la perception de Peter. C'est une bonne représentation de ce qui dissocie la réalité externe et la réalité interne. L'une est une logique quotidienne, là où l'autre est un ressenti personnel, mais engendré par une vérité qui est dissimulée aux yeux de tous. Quelle est donc la réalité, la vérité ? Est-ce que c'est ce qu'il y a devant nos yeux, ou est-ce plutôt le mouvement de l'esprit qui perçoit et façonne ce que l'on voit ? Les gens ont des idées sur les choses, mais ne sont pas ces choses, ne l'ont pas vécu. De même qu'un fait historique ne dit pas ce que les gens ont pensé ou ressenti. Ça me fait penser que dès le début, on sait qu'un miracle va avoir lieu, comme on le voit écrit. Et pourtant, l'expérience du film est tellement énorme que même en le sachant, on est pris dedans. Le ressenti et les sensations ont plus d'impact que ce qu'on pense savoir. La connaissance vient dans une étape secondaire après l'émotion. Comme Peter sur le bateau, sa colère l'influence dans un premier temps, puis change par sa réflexion. Les choses les plus incroyables, bien souvent les gens n'ont pas les mots pour le décrire, car le ressenti dépasse le savoir, comme un poète ou un peintre qui est inspiré par la réalité, mais dont son art chercherait à atteindre l'indéfinissable. À la fin du film Contact, Jodie Foster dit que c'est un poète qu'ils auraient dû envoyer. Cette magie provient d'une accumulation de choses, d'un état émotionnel particulier qui laisse des traces, des impressions, et qui, à travers l'espace et le temps, demeure, comme un souvenir d'enfance oublié qui sera aussi vif qu'au premier jour. Comme la scène où Ego mange de la ratatouille dans Ratatouille. Les émotions sont la vie que l'on vit, mais les choses les plus précieuses en sont toujours teintées. Comme les films de notre enfance qui nous font encore rêver, alors que pour certains ils sont épuisés, dépassés. Un événement historique montre comment une réalité peut se transformer petit à petit en mythe, suivant le même chemin qu'un super-héros ou qu'un réalisateur. Nolan utilise le genre comme un prétexte, une illusion pour mettre en scène ses réflexions et ses passions. Il enlève tout le superflu pour n'intégrer que les choses qui reflètent la perception qu'il en a. Tout est au service de ce qu'il cherche à exprimer. C'est une mise en abîme de ce qu'il est à travers l'histoire qu'il met en scène. De plus, il nous montre qu'il est capable de satisfaire les nombreuses contraintes à la fois des spectateurs que des producteurs, sans compromettre son approche. C'est comme s'il jouait sur tous les aspects en même temps et parvenait à utiliser tous les outils mis à disposition. Tout semble faire corps. Et comme dirait Chirrut, il a la force avec lui et il fait corps avec la force. On pourrait voir ce film comme un aboutissement, une forme de conclusion de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, car on y voit clairement la structure qu'il utilise pour tous ses films. Plusieurs histoires en parallèle, se déroulant sur une temporalité différente, où il va s'amuser à jongler entre chacune d'elles par le jeu de montage, permettant de créer un jeu de correspondance. Toutes ces histoires indépendantes commencent calmement, puis progressivement, comme une vague ou une symphonie, vont se complexifier d'elles-mêmes, sans qu'on s'en rende compte, devenant intenses et immersifs. Et se conclut avec une voix off et une partition envoûtante sur tous les différents éléments qui finissent par se rassembler, créant la corrélation de tous les points de vue, dans une boucle, une spirale un peu contradictoire et paradoxale, comme pour montrer que ce qui concerne le collectif est comme une projection des enjeux d'une seule individualité. J'aime bien ces films chorales où l'on voit des individus tous différents qui se croisent, s'entremêlent, s'influencent à un moment de leur histoire. Il y a ce côté emboîtement, comme un rêve dans un rêve. La construction des phrases au tout début du film sont comme des éléments distincts qui se joignent successivement sur un même fond. Dans le genre construction, il y a aussi les scènes avec Cillian Murphy où il est chef de barque et empêche des personnes de monter dedans, alors que lui-même se fait repêcher par la suite, ne devenant plus qu'un simple passager. Il y a aussi la métaphore sur le fait que le personnage va aller aux toilettes, et on pourrait se dire, c'est quoi cette merde ? Bah justement, ils n'ont même pas le temps de se soulager, constamment sur le qui-vive. Il prend les prospectus au début du film qui volent là, comme papier toilette, dans le sens que la propagande, c'est de la merde, et quelque part, ce début de film fait écho à la fin, avec le discours qu'on lit sur le papier journal. Autre type de propagande. Et tout ça, c'est de la merde. Il y a plusieurs passages au niveau visuel où ça me donnait l'impression d'être dans un tourbillon, une machine à laver de plans et de couleurs, où l'on tourne et on perd ses repères, comme si le tout ne faisait qu'un. Chaque histoire se fait écho les unes aux autres et se mélange. Le film joue sur 3 fronts différents et pourtant indissociables, comme le sont la terre, la mer et l'air. Tous ceux qui sont sur les plages actuellement peuvent constater que ces 3 éléments semblent dissociés, mais se chevauchent. Élémentaires, mon cher Watson. Tout comme les émotions qui se structurent les unes par rapport aux autres. Un peu à l'image des héros de DC, qui ont chacun un royaume bien distinct. Dans l'eau, Cillian Murphy se fait recueillir sur le bateau avec un problème de profondeur émotionnelle, le rendant instable. Là où sur la Terre, on a affaire à Kenneth Branagh, bien enraciné sur sa position, attendant solidement et patiemment. De même que Tom Hardy, libre comme l'air, reste détaché et apporte notamment à la fin un relâchement permettant la pensée et le sentiment. On joue sur les éléments, les émotions et les couleurs, et on constate qu'il en manque un, le rouge, qui est peu exprimé. On ne voit pas non plus de sang.
Par contre, la symbolique du feu, elle est bien présente. Si on regarde la scène finale, on est sur un bateau qui se fait bombarder par le feu de la guerre, les structures s'écroulent, les soldats tombent dans l'eau, comme l'essence qui s'y répand, et c'est par les airs qu'un avion vient s'écraser et enflammer la situation. C'est comme le point culminant où tout se mélange, se réunit. À l'image du Moonstone, donc c'est le bateau du père qui a traversé la mer, on y voit le coéquipier de Tom Hardy qui justement repêche le jeune qui était dans l'eau qu'on suit depuis le début sur la plage. Les trois éléments sont réunis dans le drame et dans le sauvetage, par cet élément du feu. Le carburant peut même être considéré comme du sang. Celui des avions, des bateaux, ça symbolise quelque chose. L'énergie que l'on utilise à vivre, à survivre. On a bien 4 éléments, comme dans Avatar. Pas celui de Cameron, mais l'adaptation de Shyamalan, où l'on joue sur les éléments, et le feu cherche à s'étendre sur les autres nations. C'est un élément dangereux qui peut détruire, mais qui sert aussi de moteur, d'impulsion interne pour agir en tant qu'homme. Le feu, c'est un élément qui n'est pas visible de prime abord, que l'on peut créer, manipuler, et dans Dunkerque, il permet d'initier et de finaliser le film. C'est contre ça que l'homme lutte, et c'est en ce sens qu'on ne voit pas les Allemands, qui représentent l'adversité contre l'invisible. Et tout le long du film, il s'agit bien des hommes confrontés aux éléments de la nature qu'ils ne maîtrisent pas. Les Allemands ont pris possession de cette nature, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus maîtres des éléments, pouvant eux-mêmes être perçus comme les marionnettes des forces en présence. Les personnages chez Nolan ne sont jamais aussi dangereux que ce qu'ils incarnent au sein d'une société. Dans la trilogie du Dark Knight, on affronte successivement la peur, le chaos et la douleur, ou la peine avec Bane. La société ne se confronte pas à des criminels, mais à des émotions, des sentiments, comme l'insécurité ou la corruption. Si on ne prend que la traversée de Tom Hardy, on a l'idée qu'on affronte une force invisible qui, d'abord à distance, finit par se rapprocher, jusqu'à se retrouver face à face avec la menace qui devient incarnée par des hommes. Il y a cette forme de réalité, de conscientisation des menaces, qu'on affronte à toute échelle. Cette fin est joliment faite. Il continue à planer et fait le choix de rester avec toute la symbolique de cet avion qui part en fumée, tout en s'opposant à l'engouement de la patrie, à l'idée de se battre de nouveau, même si le discours cherche à donner un sens à cette défaite, pour s'élever. N'étant que le début de la guerre, il y a une sorte de fatalité d'avoir enduré autant pour avoir l'immense privilège de participer aux luttes sanglantes à venir. En tout cas, Tom Hardy est vraiment bon. Malgré qu'il soit de nouveau masqué, tout passe par son regard, mais aussi la tonalité de sa voix. Il y a comme ça des nuances qui lui donnent beaucoup d'émotion. Alors parmi tous ces éléments, il y a aussi le temps et la musique qui pourraient s'ajouter aux autres éléments naturels. L'homme se bat au quotidien contre le temps, comme dans le film. Que cela soit sur la plage, en mer, dans les airs, quand ils sont coincés sur le bateau, la jauge d'essence qui diminue, sans oublier les Français qui résistent, les Allemands qui insistent. En tant que spectateur, on aimerait que le sauvetage accélère. On joue de plus, avec le tic-tac de l'horloge, un compte à rebours sonore et cyclique, comme la marée, les bombardements. Tout est une question de temps. On le voit dans Inception ou Interstellar, avec la même situation que sur l'Acheté, où la Terre est dans une situation désespérée et est en attente d'une délivrance, d'un miracle. Le temps relie les gens, quel que soit ce que l'on vit, en une heure, en un jour, en une semaine, ou encore sur des décennies. Quand on écoute la musique, on a l'impression que c'est un seul et même morceau construit sur la gamme de Shepard, et qui s'imbrique avec le montage du film. Et pour ceux que ça intéresse, Hans Zimmer a également mélangé son thème final à celui de Nimrod, tiré des variations Enigma du compositeur Edward Elgar. Et la particularité de cette orchestration, c'est que c'est un assemblage de différents thèmes, variations, où chacune d'elles possède un style, un rythme, différentes caractérisations propres à l'être humain, ce qui rejoint complètement le film. Et dans cette œuvre, l'auteur y aurait dissimulé un thème encore jamais entendu, l'Enigma. C'est un morceau que beaucoup d'Anglais préféraient comme hymne national à la place de God Save the Queen, tout comme Jérusalem pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, même s'il y a encore pas mal de choses à dire. Les films évoquent toujours des choses, des lectures qui vont au-delà du cadre purement cinématographique. La fiction sert les réflexions réelles et l'imagination dont on s'inspire pour s'orienter et créer le réel. Nolan ne veut pas forcément qu'on se prenne la tête, mais que l'on ait vécu quelque chose de fou, comme un tour de magie, un rêve, un moment unique et intense. Nous réunir par la transcendance qui découle d'une même expérience, celle de la vie. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.